conférence de presse. Je présume que Mme Charest-McCann seront en virtuel. Alors, on va écouter Jean-François Roberge, je présume, qui sera le premier à prendre la parole pour ses annonces de resserrement de mesures sanitaires dans le réseau de l'éducation. On va l'écouter. De Mme Isabelle Charest, ministre déléguée de l'Éducation, de Mme Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, et du Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Sans plus tarder, je cède la parole au ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge. La parole est à vous. Merci bien. Merci à tous d'être présentes et présents ici aujourd'hui. Je salue évidemment Dr Massé et ma collègue Danielle McCann et ma collègue Isabelle Charest qui sont avec nous en duplex. Donc, aujourd'hui, c'est une journée quand même particulière parce que c'est la journée mondiale des enseignants. Et je veux quand même le souligner. On arrive avec des mesures spécifiques, des mesures pour accroître la santé et la sécurité de nos jeunes et du personnel. Et je veux quand même prendre un mot pour souligner le travail exceptionnel de nos enseignants qui travaillent avec dévouement et professionnalisme depuis le début de l'année. Vous le savez, au Québec, à la grandeur de la société, le nombre de cas a augmenté ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est aussi vrai à l'extérieur qu'à l'intérieur des écoles, même si, de manière générale, toute proportion gardée, on ne peut pas dire que les écoles sont un vecteur majeur de transmission. Il faut quand même constater que la COVID étant présente partout au Québec, elle s'est aussi invitée dans nos écoles par la voie parfois du personnel, parfois des élèves. On a des mesures efficaces qui nous permettent de mettre en isolement certains élèves, certains enseignants, parfois de fermer de manière temporaire des classes ou des écoles, toujours en prévoyant les dates de réouverture. Mais les chiffres sont en croissance sur le nombre d'élèves, sur le nombre de personnel, sur le nombre de classes qui ferment, sur le nombre d'écoles qui ferment. Et il faut donc prendre des mesures. Les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui s'appliquent en zone rouge. C'est important de le mentionner. Ce sont des mesures qui s'appliquent dans les écoles, dans les milieux scolaires situés en zone rouge. C'est important d'arriver avec ces nouvelles mesures-là parce qu'on veut tout faire pour garder nos écoles ouvertes. En zone rouge, comme ailleurs, il n'y a pas de débat à ce sujet. On sait bien que la meilleure place pour nos élèves, c'est à l'école. C'est pour ça que c'est si important de prendre soin de nos élèves d'un point de vue de la santé mentale, mais aussi évidemment de la réussite scolaire et éducative. Et c'est très important aussi de prendre soin de la santé et de la sécurité de tout le personnel qui sont dans nos écoles. Et les mesures qu'on va annoncer aujourd'hui vont dans ce sens-là. Donc, il y a de nouvelles recommandations qui nous sont venues de la part de la santé publique qui amènent à un resserrement des mesures sanitaires dans nos écoles en zone rouge. Tout à l'heure, ma collègue, Mme Charest, Mme McCann, nous entretiendront de ce qui se passe davantage dans le loisir, le sport et en enseignement supérieur. Mais je vais vous parler des écoles. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui vont s'appliquer à compter de jeudi, donc dans 3 jours, jeudi, le 8 octobre prochain, pour une période minimale de 20 jours jusqu'au 28 octobre, donc dans cette fameuse période de 28 jours, du 8 au 28, après quoi elles seront réévaluées. Beaucoup de gens se sont questionnés sur la question du masque, du couvre-visage, qu'adviendra-t-il du couvre-visage dans nos écoles? Alors, suite à des recommandations et des discussions avec la santé publique, j'annonce qu'à partir de jeudi prochain, tous les élèves du secondaire devront porter le couvre-visage partout sur le terrain autour des écoles. Donc, aussitôt qu'on approche de l'école et qu'on met le pied sur le terrain, on doit porter le masque, le couvre-visage. On le porte évidemment dans les aires communes, comme c'est le cas depuis le début. Mais on va devoir aussi le porter en classe pour les élèves du niveau secondaire. C'est important de le mentionner. Pour ce qui est des enseignants et du personnel, on va continuer de le porter dans les aires communes. Il faut le porter aussi dans ce qu'on appelle le salon des enseignants, la salle du personnel, c'est important de le mentionner. Les enseignants, normalement, conservent cette distance de 2 mètres avec les élèves, donc ils ne sont pas obligés de le porter tant qu'on conserve la distance de 2 mètres avec les élèves. Pour limiter les contacts physiques, les rapprochements, pour limiter le nombre d'élèves qui circulent dans les écoles et autour des écoles secondaires,
on va basculer vers un mode d'enseignement hybride pour les élèves de secondaire 4 et 5. Donc, les élèves de secondaire 4 et 5 iront à l'école un jour sur 2 à compter de jeudi prochain, jeudi le 8. C'est un modèle qui avait déjà été énoncé dès le départ, dans le plan de la rentrée du mi-juin, qui avait été réitéré comme une option lorsqu'on a fait notre mise à jour du plan de la rentrée au mois d'août. Mais à partir de jeudi, toutes les écoles secondaires en zone rouge devront basculer en mode hybride de fréquentation scolaire un jour sur 2 pour les élèves de secondaire 4 et 5. Ça aura un impact important parce que ça va permettre de réduire grosso modo de 20 % le nombre d'élèves du secondaire qui sont dans les autobus, qui sont sur le terrain de l'école, qui sont à la cafétéria, dans les corridors. Donc, une diminution de 20 % peut nous aider, évidemment, à diminuer les contacts entre les élèves. Concrètement, les élèves iront à l'école un jour sur 2, mais suivront le même horaire, continueront d'apprendre, même lorsqu'ils seront à la maison, selon le même horaire. Donc, des élèves pourraient être divisés, supposons, selon les jours pairs et impairs dans un cycle de 9 jours, souvent au secondaire. Et toute l'information sera envoyée au réseau scolaire sur la mécanique de faire ça. Mais c'est important de le mentionner que les apprentissages se poursuivent, que l'on soit dans notre journée de fréquentation scolaire à l'école ou dans notre journée de fréquentation scolaire à distance, en ligne. Il y a des mesures supplémentaires aussi pour prévenir les rassemblements en contexte scolaire à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, en zone rouge, on va devoir suspendre les activités parascolaires, les compétitions interscolaires, les sorties scolaires. Pour ce qui est des concentrations et des projets pédagogiques particuliers, notamment des programmes sport-études et arts-études, on peut les maintenir, mais dans la mesure où ils sont réalisés dans le respect du groupe classe. Un peu comme on l'avait lors de la rentrée du mois de septembre, dans les premiers jours, on garde le principe du groupe classe qui est stable. Si jamais, pour maintenir ce programme-là, on doit avoir des élèves en provenance de 2 groupes stables, ça pourrait être possible de le faire, mais toujours en maintenant une distance de 2 mètres entre les élèves de ces différents groupes. Il n'y aura pas de match interscolaire, intrascolaire. L'idée, c'est de pouvoir peut-être faire des sports individuels, mais pour lesquels les règles sanitaires sont strictes et bien suivies, mais on conserve toujours le 2 mètres. On a besoin dans nos écoles, on le voit, de plus de surveillance, de plus de nettoyage, de plus d'encadrement des élèves. Donc, on arrive aujourd'hui avec une mesure qui va venir donner un coup de main, donner vraiment du support à ceux qui sont dans nos écoles, justement avec une nouvelle plateforme de recrutement, un peu comme ce qu'on avait pour Je contribue. Mais dans notre réseau scolaire, ça c'est Répondez présent. Donc, à partir de maintenant, le gouvernement du Québec lance une grande campagne de recrutement pour aider à la surveillance, au nettoyage et à l'encadrement des élèves. On vise à recruter dans les prochains jours pas moins de 2000 personnes qui viendront. Et on peut passer par cette plateforme qui s'appelle québec.ca/répondez présent. québec.ca/répondez présent. Et on peut postuler, rapidement indiquer la région où on habite. Et les centres de services scolaires avec qui on a déjà préalablement communiqué recevront toutes ces informations-là. Ils pourront procéder à l'embauche très rapidement de ces gens qui vont amener du renfort dans nos écoles. Pour aider aussi les gens qui sont dans notre réseau scolaire, bien, on fait appel à nos corps policiers. J'ai eu des conversations avec la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, qui m'a assuré que dans les prochains jours et au cours des prochaines semaines, il y allait vraiment avoir une présence policière accrue autour de nos écoles secondaires pour faire de la sensibilisation, pour intervenir auprès des jeunes, les informer du fait que c'est nécessaire de respecter la distanciation pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité de tous ceux et toutes celles qu'ils aiment. En plus de ces mesures-là, eh bien, il y a d'autres mesures supplémentaires, notamment pour le transport. On veut que dans le transport scolaire, on s'assoit toujours au même endroit, donc des places assignées jour après jour, toujours au même endroit. Idéalement, on serait 1 par banc. C'est parfois difficile à appliquer, on le sait bien. Quand c'est possible, 1 par banc, mais de toute manière, on respecte le principe des places assignées. On mise beaucoup sur notre bulle, notre groupe stable, même pour les services de garde scolaire au primaire. La plupart du temps, les services de garde sont organisés déjà pour respecter le principe des groupes classes. Mais s'il y a des exceptions à la règle, supposons s'il y avait 20 élèves, mais en provenance de 2 groupes stables différents,
ensemble, bien, il pourrait avoir une éducatrice qui s'occupe de ces élèves-là, mais bien de les séparer en sous-groupes pour éviter les contacts entre les bulles. Pour le repas du midi, on souhaite que ça se passe le plus souvent possible en classe. Bien sûr, on peut manquer de surveillants, mais on en embauche, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on essaie que ça se passe en classe. Si ça se passe à la cafétéria, bien, c'est important de désigner des tables précises, préalablement identifiées pour chacun des groupes classes, pour éviter que les élèves ne se mélangent lors des périodes de repas. C'est important de mentionner qu'on fait tout ça parce qu'on aime nos enfants. On fait tout ça parce qu'on aime puis qu'on est reconnaissant envers le personnel scolaire. Ces mesures-là vont viser à maintenir nos écoles ouvertes, à garantir la santé et la sécurité des élèves et du personnel. C'est important de mentionner aussi que dans les cours d'éducation physique, les jeunes du secondaire n'auront pas à porter le masque ou le couvre-visage au secondaire, n'ont pas à le porter au primaire non plus. Donc, il y a des moments, ils vont pouvoir l'enlever, ils vont pouvoir bouger, lâcher leur fou. C'est important de mentionner qu'au primaire, maintenant, avec un changement que notre gouvernement a fait d'ailleurs, il y a au minimum, il y a 2 récréations de 20 minutes à chaque jour. C'est important aussi que les élèves continuent de bouger. Bien sûr qu'on souhaiterait qu'ils bougent encore davantage, mais on préserve les cours d'éducation physique, on préserve les récréations. Mais on sait qu'il y a quand même des compromis importants qui devront être faits dans les prochaines semaines. On les fait parce qu'on ne veut pas revenir à la situation qu'on a vécue au printemps dernier. On ne veut pas fermer les écoles pour une durée indéterminée. On veut garder nos écoles ouvertes. On veut prendre soin de nos jeunes. On veut prendre soin du personnel. Je lance donc un appel, évidemment, aux élèves pour accueillir ces nouvelles mesures-là et les appliquer, aux parents pour soutenir les élèves et leur expliquer le bien fondé de toutes ces mesures, aux membres du personnel sur qui je sais pouvoir compter parce qu'ils sont exceptionnels et à toute la société. Ces mesures-là sont nécessaires. On doit le faire. On le doit à nos enfants. Merci. Merci beaucoup, M. Roberge. Maintenant, la parole est à Mme Charest. Et merci à mon tour de saluer les collègues, Mme McCann, M. Roberge, M. Massé. À mon tour aussi de saluer le travail des enseignants qui, évidemment, par leur grand engagement, leur grand investissement, font des choses remarquables. Alors, merci aux enseignants. Alors, comme vous l'avez constaté dans les dernières semaines, la situation ne s'améliore pas, et Jean-François en a parlé. Et comme ça a souvent été dit, pour freiner la contagion, la santé publique nous demande que chaque personne diminue le plus possible ses contacts sociaux avec les gens qui ne font pas partie de la bulle familiale. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons pris la décision difficile, extrêmement difficile, d'annoncer des mesures sanitaires supplémentaires dans les zones rouges, et ça, c'est important de le préciser. On parle des zones rouges, notamment dans les écoles, comme M. Roberge l'a mentionné, mais aussi dans le milieu du loisir et du sport. Donc, à compter du 8 octobre, l'ensemble des activités associatives devront cesser, autant pour le sport que pour le loisir, et ce, jusqu'au 28 octobre. Tous les sports pratiqués en groupe, les compétitions, les matchs et toutes les activités organisées ne pourront avoir lieu. Seule la pratique libre pourra avoir lieu. Les infrastructures sportives et de loisirs pourront demeurer ouvertes. Cependant, les responsables de ces lieux devront s'assurer de moduler leur capacité d'accueil pour que le 2 mètres puisse être respecté en tout temps. Malheureusement, les centres de conditionnement physique devront fermer. Je tiens par contre à rassurer les propriétaires, vous serez éligibles à recevoir une aide financière du ministère de l'Économie. Maintenant, ces mesures ou ces contraintes-là ne veulent pas dire qu'on doit arrêter de bouger. C'est encore possible de pratiquer plusieurs activités sportives et de loisirs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais pour les prochaines semaines, par contre, on demande aux gens de se limiter à pratiquer des activités individuelles, à 2 ou encore en compagnie des membres de leur bulle familiale. À l'extérieur de votre bulle familiale, la santé publique est très claire. Il faut en tout temps respecter la distanciation physique et éviter les contacts. Je suis tout à fait consciente qu'il s'agit de mauvaises nouvelles qui vont en décevoir plusieurs. Et je vous assure que ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je suis devant vous aujourd'hui. Je sais à quel point le sport est important.
Je sais à quel point c'est important pour la réussite scolaire, pour la santé mentale, pour la motivation et bien sûr pour la forme physique. Et s'il y a une personne qui est convaincue de l'importance du sport, ben c'est certainement moi. Mais l'épreuve qu'on vit aujourd'hui, l'épreuve qu'on vit ces temps-ci, on doit tous la traverser ensemble. Ça demande des sacrifices, mais pour qu'on puisse retrouver la vie normale, pour qu'on puisse retrouver nos sports préférés le plus rapidement possible, mais on doit tous participer ensemble. Depuis le début de la pandémie, je le répète souvent, les partenaires, les amateurs de loisirs et de sport ont été exemplaires et extraordinaires. Vous vous êtes mobilisés, vous vous êtes mis au travail et c'est probablement la raison qui explique que le sport au Québec a pu reprendre rapidement. Je veux rassurer nos partenaires, je sais que l'annonce d'aujourd'hui est un coup dur, mais dans les prochains jours, nous allons annoncer une aide financière et nous allons vous soutenir à travers cette crise. Je veux aussi prendre le temps de m'adresser aux jeunes et à vos parents. Je comprends votre tristesse, je comprends votre désarroi. Je sais que les activités sportives organisées occupent une grande place dans votre vie. En tant que maman de 2 jeunes sportifs, je comprends et je partage tout à fait votre déception. Et si un de vos enfants ou si vous, chers parents, avez besoin de soutien, je vous invite à contacter l'organisme Sportaide. Ils sont là pour vous écouter et pour vous aider. N'oubliez surtout pas que cette mesure est temporaire et que si nous respectons les consignes, nous pourrons revenir à une vie normale le plus rapidement possible. Mais pendant les prochaines semaines, je vous invite à continuer à bouger, mais à le faire autrement. Vous pourrez profiter de l'automne pour découvrir des activités de façon individuelle ou avec un partenaire d'entraînement, toujours à 2 mètres bien entendu, ou en compagnie de votre bulle familiale. Tout le monde doit se serrer les coudes pour que nos écoles restent ouvertes, et mon collègue Jean-François l'a nommé, pour que nos jeunes puissent continuer à s'épanouir tant sur le plan physique que psychologique. C'est ensemble qu'on va passer à travers cette épreuve, j'en suis persuadée. Merci à tous de votre collaboration. Merci, Madame Charret. Je cède maintenant la parole à Madame Danielle Mécan. Oui. Alors, bonjour. Alors, je vais commencer par saluer mes collègues ministres, le ministre Roberge, la ministre Charret, Dr Massé et les représentants des médias. Alors, comme mes collègues l'ont dit, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des enseignants et je pense que c'est très à point de souligner aussi, de ma part, leur apport considérable. Ils apportent considérablement à la société québécoise et ils font un travail colossal actuellement, dans le contexte actuel. Alors, évidemment, on veut tous reconnaître cette action bien importante des enseignants dans notre société. La situation sanitaire, on l'a dit, hein, mes 2 collègues l'ont dit, elle s'est dégradée, on le voit, pendant les dernières semaines. Alors, pour le bien de tout le monde, il est nécessaire, du côté des cégeps, des collèges et des universités, de renforcer les mesures qu'on a mises en place dans ces établissements en enseignement supérieur. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, j'annonce qu'à compter du 8 octobre et pour toute la durée d'application du palier d'alerte maximale, les établissements d'enseignement supérieur qui sont situés en zone rouge, toujours en zone rouge, doivent appliquer leur protocole d'urgence. Alors, tous les établissements d'enseignement supérieur ont préparé un protocole d'urgence. Alors, pour ceux qui sont en zone rouge, c'est maintenant le moment de l'appliquer à compter du 8 octobre. Ça signifie que ces établissements vont devoir limiter la circulation de la population étudiante et des membres du personnel. Alors, en conséquence, on demande aux établissements d'enseignement supérieur d'offrir les cours et les activités d'enseignement à distance le plus possible. Je vais parler de quelques exceptions, mais on disait depuis le début, donner le plus de présentiel possible dans vos établissements. Et à ce moment-ci, pour les établissements qui sont dans les zones rouges, ce qu'on dit, c'est donner le plus possible de la formation, des activités à distance. Alors, mais contrairement au confinement du printemps dernier, il y a des exceptions qui sont permises. Et ça, c'est important de le souligner. Les activités d'enseignement et les services offerts aux étudiantes et aux étudiants qui nécessitent une présence essentielle vont être permis.
Les activités de recherche dans les centres et les laboratoires sont maintenues tout en respectant les consignes sanitaires déjà en place. Il est toutefois fortement recommandé de poursuivre ces activités à distance lorsque c'est possible. Les stages vont pouvoir se poursuivre, incluant en milieu d'enseignement, en respectant les consignes sanitaires des milieux de stage. Très important, il est fortement recommandé de limiter la mobilité interrégionale aux activités nécessaires ou essentielles telles que déterminées par la direction de l'établissement et par les autorités sanitaires. Les bibliothèques vont rester ouvertes, mais seulement pour permettre l'utilisation du comptoir de prêt et aussi des espaces de travail individuels uniquement. Par contre, les activités de socialisation sur le campus sont strictement interdites. L'objectif poursuivi, c'est évidemment de limiter au minimum le nombre de personnes présentes sur les campus, les employés et les étudiants confondus. En résumé, comme je le disais, tout ce qui peut être fait à distance doit être fait à distance. Et chaque établissement est responsable d'appliquer les consignes associées au palier d'alerte maximale dans tous ses bâtiments. Par exemple, les résidences, les restaurants, les piscines, les bibliothèques. Alors, les résidences étudiantes vont demeurer ouvertes, mais il va y avoir de nouvelles consignes. Il sera désormais interdit de recevoir des visiteurs externes, sauf si l'étudiant habite seul. Dans ce cas-ci, cet étudiant ou cette étudiante va pouvoir recevoir une personne. Alors, je le répète, ces nouvelles mesures s'appliquent uniquement pour les établissements d'enseignement supérieur situés en zone rouge. La prudence et le respect des consignes sanitaires sont de mise pour les établissements situés en zone jaune ou rouge, ou orange, excusez-moi. Alors, la prudence pour les établissements qui sont situés en zone jaune ou orange et le respect des consignes sanitaires. Alors, ces établissements qui sont en zone jaune ou orange doivent être prêts à faire transiter une partie ou l'ensemble de leurs activités à distance sur recommandation de leur direction régionale de santé publique. Alors, je veux remercier l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement supérieur pour leur collaboration. Je leur demande évidemment d'être à l'écoute des étudiantes et des étudiants et de faire tout leur possible pour les rassurer et maximiser leur apprentissage à distance. J'ai une pensée toute particulière pour les étudiants et les étudiantes de première année. Je demande évidemment au personnel d'avoir aussi cette attention particulière pour les étudiants de première année. Je sais que l'adaptation à un nouveau programme d'études, c'est difficile et ça l'est particulièrement cette année. Alors, ce que je dis aux étudiants, aux étudiantes de première année, continuez, persévérez, on est là pour vous. N'hésitez pas à faire appel au service d'aide psychosociale si vous avez besoin de parler ou de recevoir de l'aide. La situation peut être difficile en ce moment avec la pandémie. Moi, je vous comprends. C'est temporaire. Oui, c'est long, mais c'est temporaire. Évidemment, il y aura de la lumière au bout du tunnel éventuellement. Et ce que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à demander de l'aide et des mesures d'accompagnement. On a tous intérêt, ensemble, tout le personnel, les étudiants, à suivre les consignes pour que le nombre de personnes infectées par la COVID-19 diminue et qu'on puisse retourner le plus tôt possible à un cours normal de nos activités. Merci. Merci, Madame McCann. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses pour les journalistes. Nous débuterons par la période de questions en français et suivra la période de questions en anglais. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons, je vous demanderai de vous limiter à une seule question et une sous-question par journaliste. Donc, s'il vous plaît, bien vous nommer et nommer le média que vous représentez. Lia Lévesque de Presse canadienne. Pour le ministre Roberge, vous avez beaucoup parlé des étudiants du secondaire, mais qu'en est-il des étudiants du primaire pour ce qui est du masque et des mesures? Si vous pouvez être un peu plus précis là-dessus. Oui, très bien. Donc, pour les jeunes du primaire, il n'y a pas de modification pour le port du masque. Les élèves de 5e année et 6e année
qui portaient le masque dans l'autobus vont devoir continuer de le porter, dans les aires communes aussi. Mais il n'y a pas de changement. Les élèves du primaire, même les élèves de 5e, 6e année, ne sont pas tenus de porter le masque ou le couvre-visage en classe. La mesure qui s'applique, évidemment, au primaire comme au secondaire, c'est les activités parascolaires qui sont suspendues. Prochaine question. Bonjour à tous les deux. Marie-Ève Moraz de La Presse. Ma question est pour le docteur Massé. On observe là, depuis quelques semaines déjà les cas qui augmentent dans la communauté. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant vous considériez, d'un point de vue scientifique, que le port du masque est nécessaire dans les classes? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant et pourquoi attendre en zone orange? Bien, vous avez vu la situation sanitaire qui a augmenté très rapidement au cours des 4 dernières semaines. Là. On a passé en bas de 100 cas jusqu'à 1200 cas par jour. Et on pense que dans l'ordre des choses les plus efficaces, les choses les plus importantes, c'est d'abord de diminuer le nombre de personnes qui vont se regrouper ensemble. De là, l'importance de ce qui était mentionné très bien par les ministres, la bulle familiale, puis la bulle scolaire, puis d'éviter. Ça, c'est comme les mesures premières, réduire le nombre de personnes qui vont se retrouver ensemble. La deuxième, c'est vraiment de garder la distanciation entre les personnes, puis de toujours protéger, parce que ça, c'est ce qui est le plus efficace. En dernier lieu, vient les équipements de protection personnelle. Donc, on ne voulait pas introduire ça parce qu'en classe, vous voyez que ça a un impact sur la vie étudiante, sur les relations que les gens vont avoir même entre eux, mais avec les professeurs, etc. Donc, on s'est résolu à faire ça parce que la situation vraiment se détériorait. Puis là, on a dit, bon, on va rajouter, en plus de toutes les autres mesures qui ont été annoncées tantôt, on va rajouter le masque en plus. Donc, c'est une mesure vraiment complémentaire compte tenu de l'évolution de la situation qu'on met. Donc, c'est comme si il ne faut pas le voir comme en premier, on met le masque. C'est en premier, on met toutes les autres mesures. Puis là, maintenant, on rajoute le masque aussi en fonction de la situation actuelle dans les zones rouges. Et donc, en zone orange, il faudra attendre qu'elle passe au rouge aussi pour imposer le masque dans les écoles, je comprends. Exactement, oui. Mais s'il y avait d'autres changements, ces choses-là pourraient arriver, vous l'avez vu, d'une part. D'autre part, peut-être parler du masque un peu. On a parlé de masque, de couvre-visage. Quand on parle de masque, on parle souvent d'un masque de procédure. Idéalement, le masque de procédure est plus confortable puis d'une meilleure efficacité. Ça peut être un peu compliqué pour les gens d'y avoir accès. Donc, si on peut avoir accès à des masques de procédure, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon, le couvre-visage et le gouvernement québécois travaille pour avoir des couvre-visages de qualité. Donc, il y a des travaux qui se font avec l'IRSST, avec le ministère de l'Industrie, pour pouvoir rendre accessible dans les prochains mois des couvre-visages avec un standard de qualité, un peu comme il y a en France ou en Italie. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être fait actuellement. Bonjour à vous quatre. MD Saint-André, TVA. Ma question pour Mme Charret. Vous avez parlé des propriétaires de gym. C'est un coup dur à encaisser pour eux. Vous avez parlé d'une aide financière à venir. Je pense aussi à tous ceux et celles qui perdent leur activité sportive. Oui, très importante pour la santé psychologique, mais il y a des gens qui paient très cher pour des activités sportives. Le sport-études, oui, c'est vrai, mais que ce soit le football en dehors de l'école, que ce soit le soccer, le hockey, le baseball, les gens investissent de l'argent, beaucoup d'argent là-dedans. Est-ce qu'eux aussi pourront toucher de l'argent et une aide financière? Je pense aux parents là, qui paient pour les activités des gens. Bien là, il faut comprendre que la pause que nous avons présentement est une pause temporaire. Donc, on pourra voir les modalités de comment les écoles et tout ça vont réadapter leur offre scolaire et leur offre sportive. Pour les fédérations aussi, ils verront comment, il y a des sommes qui seront annoncées très bientôt pour supporter les fédérations et tout. Donc, on verra comment la chose va se passer. Mais là, pour le moment, ce qu'on parle, c'est une pause de 3 semaines pour faire en sorte de passer à travers cette crise-là. Une sous-question, ça va? Autre sujet, concernant le masque. On l'évoquait il y a un instant, mais précision importante, parce que là, si les élèves du secondaire devront le porter en classe, quelle est la différence avec les élèves du primaire? Mis à part peut-être le niveau d'apprentissage, j'imagine, doit voir le visage du professeur, quoi que ce soit, mais c'est quoi la différence entre un élève au primaire et un élève du secondaire? Parce que le virus, il est le même, dans le fond, pour que les gens comprennent à la maison.
Vous avez raison. Le virus est le même, mais le virus ne se comporte pas nécessairement de la même façon. Ce qu'on voit, c'est que chez les plus jeunes, il semble y avoir moins de transmission. Je ne veux pas dire pas de transmission. Il semble y avoir moins de transmission, moins d'éclosions. Quand on regarde les éclosions, on les retrouve définitivement en augmentation à partir de l'âge de 9, 10 ans, mais surtout quand on arrive à 14 ans, 15 ans, là, on voit qu'il y a vraiment une augmentation qui est significative. Donc, ils ne se comportent pas de la même façon. Alors que chez, mettons, les adolescents ou les jeunes adultes, ils se comportent comme chez des adultes. Chez les tout-petits, il est différent. Quand on regarde le nombre d'éclosions au Québec, le nombre d'éclosions, c'est vraiment relié plus au niveau secondaire. Donc, on essaie de mettre le moins de contraintes possible pour que les gens puissent être capables de suivre correctement en classe puis d'avoir des relations le plus, je dirais, normales ou le moins anormales, si on veut. Mais au secondaire, on voulait rajouter cette étape-là, cette couche-là de protection, compte tenu des risques de transmission puis compte tenu aussi des éclosions puis de la situation épidémiologique qu'on voit en classe. Denis Couture, de Cogeco Nouvelles. Ma question s'adresse au ministre Roberge. Monsieur Roberge, vous parlez d'une campagne de recrutement Répondez présent. À qui ça s'adresse et quel sera le rôle des gens qui vont être recrutés? On vise à recruter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 2000 personnes, essentiellement 3 catégories d'emploi. Des éducateurs et éducatrices en service de garde scolaire pour le primaire, des concierges, des gens qui vont venir faire de la désinfection, du nettoyage, et des surveillants d'élèves, particulièrement au secondaire. Et dans quelle proportion, les surveillants? On vise à peu près, je dirais, 750 personnes en surveillance d'élèves, 750 personnes en conciergerie et environ 500 personnes dans nos services de garde. C'est des chiffres qui peuvent évoluer. On laisse la marge de manœuvre aux centres de services, qui sont les employeurs, connaissent très, très bien leurs besoins, école par école, région par région. Il y a une marge de manœuvre. Les enveloppes sont préparées. On a à peu près 25 millions de dollars de réservés pour ceci, mais il y a une flexibilité à l'intérieur de l'enveloppe de 85 millions annoncés envers maintenant une dizaine de jours. Donc, il y a une flexibilité. Pour moi, c'est un plancher, 2000 personnes qu'on vise à embaucher. Donc, j'espère que les gens sont très nombreux à être intéressés, à venir prêter main forte au réseau scolaire qui en a bien besoin. Donc, québec.ca/répondez présent. Mesdames, Messieurs, Jacques Bissonnette, Radio-Canada. Une question pour M. Roberge à propos du secondaire 4 et 5, un jour sur deux. Il y a eu un projet pilote où il y avait des élèves qui allaient uniquement le matin et l'après-midi avaient des travaux à la maison. Ça n'aurait pas été un meilleur moyen que d'un jour sur deux? D'abord, avez-vous envisagé de faire d'adopter cette méthode-là du matin seulement et du congé l'après-midi plutôt qu'une journée sur deux? On a évalué diverses options. L'objectif, bien sûr, c'est de diminuer le nombre d'élèves dans les autobus scolaires, de diminuer le nombre d'élèves à l'entrée le matin, au dîner et après l'école. Vous comprenez que si 100% des jeunes sont dans l'autobus ou sont autour des écoles ou sont dans les aires communes, on n'atteint pas notre objectif. Ensuite, on veut avoir le maintien du même nombre d'heures de cours pour les élèves. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des élèves qui sont en congé ou qui sont libres à la maison. Donc, en y allant avec cette modalité qu'on met de l'avant, les élèves sont soit en classe à suivre leur horaire et en ayant un contact direct avec leur enseignant, comme on se voit, vous et moi, soit à la maison, mais en suivant le même horaire et en ayant un contact par l'interface technologique avec leur groupe classe, avec leur enseignant. Donc, un jour sur deux, ils sont à l'école, mais ils ont de l'école tous les jours. Petite question sur le recrutement. Juste pour savoir, les gens qui seront recrutés, on l'a vu dans les CHSLD, c'est des préposés, il y a eu des formations. Est-ce que vous prévoyez des formations également pour ces gens-là? Et comment est-ce qu'ils vont être payés? Comment ça va fonctionner? Oui, on a parlé en amont avec nos centres de services scolaires, qui sont évidemment des experts en formation de main-d'œuvre. Alors, il y a des formations et les gens qui postuleront et qui seront sélectionnés seront payés pendant leur formation, qui peuvent durer de 1 à 3 jours. Il peut y avoir des ajustements. Donc, ils seront payés pour être formés. On parle d'éducateurs et éducatrices en service de garde. Normalement, ils ont besoin d'une attestation d'études professionnelles.
Il pourrait y avoir des exceptions pour des gens qui ont un secondaire 5, mais qui suivent une formation accélérée pour aider, venir en support. Et les gens qui sont en conciergerie ou qui sont surveillants d'élèves devront tout de même suivre une formation minimale d'une journée pour laquelle ils seront rémunérés. Les salaires vont aux alentours de 20 $ l'heure à 24 $ l'heure. Merci. Merci. What conditions need to be met inside a school before there's going to be widespread testing among teachers and students? In other words, is there a minimum amount of cases that need to be detected inside a school? Thank you. Réponse. Eh bien, il y a une surveillance de tous les cas qui apparaissent dans les primaires ou les secondaires ou toute institution d'enseignement. Et quand il y a des éclosions, c'est deux cas reliés dans une même institution qui ont été en contact. Donc, quand il y a un cas, il y a une enquête, nous cherchons les contacts et si nous trouvons que ce sont deux cas reliés, alors là, on commence une enquête élargie, donc avec plus de gens. Et dans ces circonstances-là, ça dépend du niveau, bien sûr. Nous regardons la salle de classe d'origine et les gens qui ont été en contact avec eux seront en isolement et si eux ont des symptômes, ils auront un test. Si nous voyons une éclosion plus importante, que ce soit dans une salle de classe ou dans une école, alors nous offrons un dépistage aux gens qui ont été en contact avec eux. Car à ce moment-là, s'ils sont 10 ou 12, il n'y a pas un chiffre fixe, vous savez, tout dépend de la grandeur de l'école. À ce moment-là, nous l'offrons et au besoin, nous aurons une unité mobile qui se rendra sur place s'il y a un grand nombre de personnes. Nous avons des événements où on l'a déjà fait. Donc, tout dépend de l'ampleur de l'éclosion et de l'école. Ce n'est pas une question d'avoir 5, 10. S'il y a une éclosion, il y a une enquête. Et au besoin, on procède au test pour la salle de classe et ensuite un groupe élargi au besoin. Simon Akineshny, CBC News. For Mr. Roberge, Pour M. Roberge, nous avons des centaines de cas dans les écoles. Vous dites vouloir tout faire pour éviter la fermeture des écoles. Mais à quel point la situation est-elle précaire maintenant? Et que cela prendrait-il pour fermer les écoles à nouveau? Réponse. Merci de votre question. Nous ne pensons pas devoir aller si loin. Bien sûr, impossible à prédire ce qui se passera dans 2 ou 3 mois, mais tous les gestes que nous posons aujourd'hui pourraient et devraient empêcher la fermeture des écoles. Question. J'ai parlé à un parent aujourd'hui qui disait qu'ils ont l'impression que le gouvernement est réactif. Ce sont toutes des mesures dont on a déjà entendu parler auparavant. Pourquoi cela prend-il autant de temps pour les mettre en place? Serait-il juste de dire que le gouvernement est réactif plutôt que proactif? Réponse. Eh bien, je pense qu'il est vraiment important d'aller aussi loin. Nous voulons que l'école soit la plus normale possible, bien sûr. Et nous avons pris toutes les mesures avant. Il est important de dire nous avons toute cette information sur le 2 mètres, le lavage des mains. Les enfants mangent dans des endroits différents. Alors, ce n'est pas juste de dire que nous sommes réactifs. Nous nous sommes adaptés et nous nous adaptons à la situation. J'aimerais rajouter quelque chose. Il faut maintenir la perspective. Aujourd'hui, les questions de ce qui est arrivé à l'école, dans les collèges, les universités et les sports, mais où est la source de ce qui arrive maintenant? Et depuis 3 mois, et surtout depuis le mois de septembre, nous avons vu beaucoup d'éclosions de gens qui ne prennent pas suffisamment de précautions en se rassemblant, que ce soit
avec des membres de la famille ou d'amis, ils vont dans les parcs. Ils ont laissé les mesures préventives de côté. Et dans les endroits publics, vous voyez assez fréquemment ces événements-là. Donc, quand on regarde l'âge et les endroits où nous trouvons les éclosions, l'école est là, elle fait partie, parce que c'est un lieu de propagation. Mais vraiment, ce qui se passe, c'est que les gens plus jeunes, et je ne parle pas de l'école, mais ça peut être les collégiens, les universitaires, mais ça va au-delà de cela, ils se rassemblent et ils ne font pas suffisamment attention aux précautions. Les gens sont épuisés et ils ne suivent plus les consignes. Et c'est un message qu'on envoie à la société. Alors même si on renforce les mesures que nous proposons aujourd'hui, il faut aussi prendre un peu de recul et constater que le phénomène dépasse de loin l'école. C'est un appel à chacun, même si je ne suis pas dans un groupe à risque élevé, je peux affecter des gens qui sont à risque élevé et là, les conséquences s'aggravent. Question. Pour M. Roberge, beaucoup de parents se posent la question, pourquoi ne pas tout simplement leur offrir l'option de l'enseignement à distance, plutôt que de dire aux jeunes secondaires, vous pouvez venir des jours alternatifs et donc ainsi être actif plutôt que réactif? Réponse. Au gouvernement, nous estimons que la meilleure place pour les jeunes, c'est à l'école. Nous sommes plutôt confiants que toutes les mesures que nous avons déjà adoptées et toutes les mesures que nous proposons aujourd'hui contribuent à maintenir la sécurité scolaire. C'est vrai que nous avons des cas de COVID à l'école. C'est vrai. La plupart du temps, c'est parce que les enseignants ou un enfant l'attrapent ailleurs, à l'extérieur de l'école. Et là, revenant à l'école, ils doivent rester en quarantaine 14 jours. Je crois donc qu'il est important de dire que toutes les mesures visent la sécurité scolaire. Et les écoles sont des endroits sécuritaires pour les enseignants, le personnel de soutien et bien sûr les jeunes. Question. Si jamais ça s'aggrave, est-ce que les enseignants ont des protocoles d'urgence? Est-ce que vous en discutez comme scénario que nous allons retourner à l'éducation en ligne si jamais les jeunes le préfèrent? Réponse. Bien sûr, nous avons beaucoup de discussions avec la direction de la santé publique et tous les spécialistes, des médecins, des épidémiologues et des enseignants. Et nous allons continuer de nous adapter à la situation. La situation évolue et par conséquent, il est important pour nous de garder l'esprit ouvert. Mais pour l'instant, nous estimons qu'il soit vraiment important de prendre toutes les décisions nécessaires pour maintenir les jeunes à l'école. Bien sûr, s'il n'y a pas de maladie qui accompagne la COVID. Question. Monsieur Roberge, votre gouvernement souligne à quel point il est important de prendre note de la gravité de la situation dans les zones rouges. Pouvez-vous nous parler de ce qui vous a amené à rendre les masques obligatoires au secondaire, mais pas au primaire? Car en Ontario, c'est obligatoire au primaire également. Réponse. Comme vous l'aurez vu, nous avons hésité à rendre le masque obligatoire à l'école. La stratégie la plus efficace pour limiter la transmission, ce n'est pas le masque comme première mesure, c'est limiter le nombre de personnes qui sont dans un même environnement et la distance physique. Et quand vous regardez la transmission actuelle,
il y a de la transmission dans les écoles primaires, mais c'est beaucoup plus limité que ce qu'on constate dans les écoles secondaires. Et cela enfreint la relation entre les enseignants et les jeunes. Donc, nous nous fions à l'idée de la bulle de classe. C'est une stratégie recommandée par le CDC américain et bien des systèmes de santé européens et scandinaves. C'est une bonne façon de contrôler la propagation. Et la propagation n'est pas très élevée. Je dirais que tous les événements qui entourent l'école qui sont importants. Avant l'école, pendant l'heure du repas, après l'école, dans les événements sportifs. Donc, nous rajoutons un autre niveau de protection avec le masque. C'est que ce n'est pas le premier moyen qui est le plus efficace pour la transmission et sa limitation. C'est pourquoi on l'utilise pour les écoles secondaires. C'est parce qu'il y a une couche nécessaire qu'il faut rajouter. Et pour M. Roberge ou ministre Charest, pourquoi annuler les sports organisés? Beaucoup d'athlètes se rendent encore à l'école. Ils seront encore en contact avec des gens qui sont potentiellement des porteurs du virus. Je vais laisser la parole à Mme Charest. Eh bien, j'estime que le Dr Massé l'a expliqué. Il est question d'avoir moins d'occasions pour les jeunes de se rassembler. Donc, nous voulons limiter ces contacts. Donc, nous nous assurons que les jeunes n'attrapent pas la COVID pour retourner à l'école et contaminer les autres enfants. Donc, nous adoptons ces mesures pour s'assurer que nous pouvons maintenir les écoles ouvertes et c'est une mesure temporaire. Et nous voulons tout simplement nous assurer que nous limitons ces contacts. Et donc, de minimiser le risque pour s'assurer que les écoles demeurent ouvertes. S'il n'y a pas d'autres questions en anglais, une dernière question. Oui, une autre question en anglais avant. Good afternoon. Bonjour. I want you to repeat the announcement in English first. Pourriez-vous répéter l'annonce en anglais, s'il vous plaît? Oui, rapidement. Donc, nous sommes là aujourd'hui avec des mesures supplémentaires à mettre en place, et cela à partir du 8 octobre. Il est important de dire que les écoles secondaires dans les zones rouges devront faire porter le masque en tout temps, et cela inclut sur tout le territoire scolaire et à l'intérieur des salles de classe. Les masques procéduraux sont vraiment obligatoires pour le personnel dans les zones communes et les locaux d'enseignants. Le gouvernement couvrira les coûts de cela. Nous polarisons notre attention sur un groupe stable, comme on l'a fait depuis le début de l'année. Des projets spéciaux et concentrations, sport-études, art-études peuvent continuer. Ils peuvent être organisés s'il y a le 2 mètres qui est maintenu entre les jeunes de différents groupes stables. Les jeunes au secondaire 4 et 5 vont aller à l'école dans un modèle hybride qui leur permettra de continuer d'apprendre à la fois à distance et en personne. Les jeunes auront des cours en personne 1 jour sur 2 et les jeunes pourront donc avoir le soutien de leurs enseignants ou même d'aller à l'école en personne ou par le téléenseignement. Ma question pour Mme Charest, M. Charest, les sports, c'est bon pour la santé physique et mentale. Comment les gens vont-ils rester en santé physique et mentale avec les nouvelles mesures? Réponse. Pendant 3 semaines, nous allons nous concentrer sur l'entraînement personnel, donc à l'intérieur de votre résidence, où vous pouvez avoir un partenaire d'entraînement si vous maintenez les 2 mètres. Donc, pour 3 semaines, ce sont des séances d'entraînement qui sont différentes.
Mais dans les parcs, maintenant, au fond, il est question de retourner à la maison. Au fond, c'est le confinement, non? Réponse. Vous pouvez vous rendre dans les parcs, mais vous ne pouvez pas vous rassembler. Donc, vous pouvez courir, faire du jogging, seul ou avec votre partenaire à 2 mètres ou avec votre famille. Mais vous devez maintenir la distance sécuritaire avec les autres. On ne veut pas de rassemblement. On ne veut pas que les gens se disent, bon, mais rencontrons-nous au parc pour aller faire une course. Nous voulons que ce soit davantage individuel comme entraînement. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Il y a une plateforme qui est lancée pour recruter les superviseurs, des éducateurs, éducatrices, etc. Donc, j'espère que les Québécois et les Québécoises vont se rendre à québec.ca-répondez présent. Peut-être une toute dernière question, après, c'est la fin de la conférence. Oui. Andy de TVA. Juste précision, parce que j'ai une collègue qui l'a posé en anglais. À quel point, M. Roberge, la situation actuellement, elle est fragile? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on nous dise les élèves du secondaire vont porter le masque en classe, vont porter le masque partout sur le territoire de l'école, qu'on y vote ces mesures-là, une journée sur 2, les primaires, ça ne change pas. Elle est où la ligne en ce moment? Où vous allez vous dire, vous allez vous asseoir avec la santé publique pour dire là, c'en est trop. Pour reprendre la métaphore du ministre de la Santé, M. Dubé, il y a quelques semaines, que le feu de bosquet là, ne devienne pas un feu de forêt. Là. On en est où? Est-ce que le vent commence à se lever, là, juste pour que les gens saisissent à quel point la situation là, elle est fragile, ou pas? Je pense que les mesures annoncées aujourd'hui sont très importantes. C'est quand même un pas significatif de dire qu'il y a des élèves de secondaire 4 et 5 qui vont fréquenter l'école un jour sur 2. Bien sûr, ils vont continuer d'apprendre à tous les jours. Ils vont avoir des contacts avec leurs enseignants à tous les jours. Mais c'est quand même quelque chose de très important. C'est une décision qui a été difficile à prendre. Évidemment, on l'a prise après beaucoup de discussions avec nos experts de la santé publique. Je suis confiant que l'ensemble des mesures qu'on prend, à la fois la fréquentation un jour sur 2 pour les secondaires 4 et 5, le couvre-visage, le fait d'avoir de la surveillance policière, le fait d'embaucher davantage de concierges, de surveillants, je suis confiant que l'ensemble de ces mesures-là, avec aussi d'autres mesures dont ma collègue Charest a parlé, vont nous permettre, avec tout ce qui se passe autour dans la société, les autres mesures annoncées par le premier ministre, de casser cette vague-là et de garder nos écoles ouvertes. Donc, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse sur le resserrement des mesures sanitaires en zone. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, termine donc cette conférence de presse. Un peu bizarre, je vous avoue, sur la forme, où on cherchait à un moment donné Isabelle Charest